mais avec modération. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Franz-Olivier Gisbert qui est notre esprit libre du jeudi. Bonjour Franz. Bonjour. Franz, on va commencer avec Nicolas Sarkozy, définitivement condamné après le rejet de son pourvoi en cassation. On a appris ça hier. C'est dans le cadre de l'affaire Big Malion qui concernait le financement de sa campagne de 2012. Ça vous a étonné ? Non, c'est la honte. C'est avant la décision de la Cour de cassation d'hier, la Cour d'appel avait reconnu que Sarkozy n'était pas au courant des dépassements. Il ne pouvait pas l'être puisqu'il était candidat. Lors des frais de campagne, de sa campagne présidentielle de 2007, par la société Big Malion. Société, d'ailleurs, je vous signale en passant, dirigée exclusivement par des proches de Jean-François Copé. Mais bon, allez, tant pis, condamné. Ça s'appelle le délit de sale gueule et ça ressemble de plus en plus à une justice de République bananière. C'est tout ce que vous avez à dire. Oui, attendez. Mais vous voyez bien que ça s'appelle de l'acharnement judiciaire, c'est tout. Et puis ça va continuer. Mais absurde. Comment expliquez-vous ça ? Est-ce que c'est un parti politique contre un ancien président de droite ? Est-ce que c'est des juges pas indépendants de leur propre conviction ? Vous savez très bien. Qu'est-ce que ça ? Non, je sais pas. C'est un mystère. Quand il était président de la République, il a eu des mauvais rapports avec la justice, notamment quand il a voulu réformer toute l'histoire du juge d'instruction, vous vous souvenez sans doute. Et puis même ces petits mots qu'il avait eu sur les petits pois, là, ces petits pois qui se ressemblent tous à propos des juges. Bon, des magistrats, et ça, c'est ça. Et il paye ça, et il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tout ça se passe au milieu d'une sorte de complaisance générale, de quelques ricanements robespierristes qu'on entend comme ça au loin. Mais enfin, ça fait de la peine pour la démocratie française. Franz, nous poursuivons avec une question indiscrète. Est-ce que vous avez fait votre service militaire ? Oui, mais pas longtemps, 3 mois, mais j'étais réformé. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'étais sur mon livre médical, je ne savais pas. Non, j'ai fait les 3 mois, mais sur mon livre médical, il était écrit classe médicale 7, c'est-à-dire que je devais être automatiquement réformé. Mais vous ne savez pas pourquoi ? Mais bien sûr, j'ai myope, j'ai des verres de contact, je suis hyper myope. Et j'ai une myopie telle que je suis inapte au service militaire, mais c'est mécanique. Vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas défendre votre non, pays. je tire très bien, mais ça, c'est étrange, parce que, vous savez, le tir, visiblement, vous n'êtes pas un expert, c'est un problème de respiration. Donc, je tirais très bien. Mais moi aussi. J'ai tiré au FAMAS. C'est pas un problème d'œil. J'étais officier, même. La première fois que j'ai tiré au FAMAS, je me suis ouvert l'arcade sourcilière. Je vous pose la question parce qu'Emmanuel Macron devait annoncer aujourd'hui, il va annoncer aujourd'hui la création d'un service militaire basé sur le volontariat. Est-ce que vous y voyez du réalisme ou une façon de faire de la politique et de fédérer les Français sous sa bannière ? Oh, oui, bien sûr. De toute façon, les politiciens font toujours ce qui leur a réussi. Ça lui a très bien réussi, ça, en 2022, pendant la campagne présidentielle, quand après que la Russie a envahi l'Ukraine, et bon, il recommence. Chef de guerre. Oui, mais chef de guerre. Mais en même temps, on ne peut que l'approuver. C'est-à-dire, évidemment, il fallait le faire. Bon, c'est une sorte de réflexe patriotique, vous savez. Et le patriotisme, c'est une très bonne chose qu'on a tendance à abandonner en France. Le nationalisme, disait très justement De Gaulle, c'est la haine de l'autre. Donc, on ne peut pas aimer le nationalisme. Mais en revanche, le patriotisme, c'est l'amour du pays, de son pays. C'est l'amour de la patrie. Et c'est ça qu'il faut pousser. La France en a besoin. Et de ce point de vue, son projet de nouveau service national volontaire, ça devrait fonctionner, parce qu'on voit bien, vous avez vu le taux d'approbation dans les sondages. Il y a un sondage CSA CNews, je crois, qui donne de l'ordre de 80% de soutien des Français pour ce service national volontaire. Mais alors, comment vous expliquez, laissez-moi vous poser une question. Oui. Comment vous expliquez qu'au moment où le chef d'état-major, la semaine dernière, dit quand il y a la guerre, il faut accepter de sacrifier ses enfants, ce qui est une autre façon d'interpréter la Marseillaise, et en plus au conditionnel, allons enfants de la patrie, etc. Comment vous expliquez les cris d'orfraie, les gens, non, on peut pas dire ça, etc., alors que le chiffre que vous venez de donner montre... Parce que vous avez un vieux fond antipatriotique en France, de haine de soi, etc., qui est important, mais la France est peut-être en train de se ressaisir. Vous savez, on en a parlé hier de la déclaration, la semaine dernière, de la déclaration du général Mandon. Évidemment, elle tombait sous le sens. Mais
Mais pourquoi vous dites qu'il y a un vieux fou Mais vous dites qu'il y a un vieux fou antipatriotique, alors que ce sont les patriotes qui ont couiné les premiers. Ça peut basculer, parce que c'est vrai qu'il faut bien que les Français comprennent que la paix va pas durer forcément éternellement. Quand on regarde l'histoire quand même de notre continent, combien il y a eu de guerres en les 800 dernières années, je crois qu'on peut compter jusqu'à 53 conflits majeurs en France, et la France a participé à 49 d'entre eux. Donc ça peut nous arriver, peut nous tomber dessus à tout moment, d'autant plus qu'il y a quand même un dirigeant un peu bizarre, hein, franchement. Moi je plains les pauvres poutinolâtres qui sont toujours à le défendre, bon, à moins qu'ils soient très bien payés, mais je les plains parce que franchement il est absolument indéfendable, et aujourd'hui on voit très bien que toute l'histoire que nous a raconté les poutinolâtres est fausse, parce que l'Ukraine, alors pour revenir au patriotisme, c'est une vraie nation, c'est une vraie patrie, puisque les Ukrainiens la défendent mordicus contre un pays bien plus important. Les poutinolâtres, vous en parlez justement, pourquoi on les entend pas ? Eh ben, je pense que d'abord ils attendent la suite. Enfin, ils se sont tus. Oui, bien sûr. Bon, ils ont un allié évident, hein, c'est Donald Trump, c'est clair. Oui. Qui fait évidemment un petit peu partie de cette engeance. Et ils attendent les résultats de cette paix que nous attendons nous autres Européens, évidemment, avec un peu d'angoisse et d'inquiétude, parce que si elle donne raison à Vladimir Poutine sur toute la ligne, elle va le pousser à continuer, hein, parce qu'il y a un œil là sur les pays baltes, sur la Moldavie, sur la Pologne. Bon, voilà, c'est une victoire volée, parce qu'on peut pas dire qu'il a gagné sur le terrain, alors que face à l'Ukraine, qui est quand même un pays beaucoup plus petit que le sien, on peut pas dire qu'il a gagné, mais je pense que cette victoire volée aiguisera encore, je prends le pari, son insatiable appétit. Ce qui veut dire qu'en fait, si je vous écoute bien, si on fait une paix, on n'a aucune garantie d'être en sécurité. Absolument pas. Et c'est pour ça que ce projet de Macron, il parle aux Français. C'est-à-dire que vous savez, ça tient la route. C'est-à-dire, il a fait un grand flop, son service universel, hein. C'était vraiment le grand flop. Mais le SNU. Mais là, on voit bien que ça va. Bon, l'objectif, c'est d'avoir 50 000 personnes. Ça va certainement marcher. On voit bien, il y a certains. Puis, d'abord, ils sont payés aussi. C'est-à-dire, c'est une petite. C'est pas grand-chose, mais enfin, c'est entre 900 et 1000 euros par mois. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une bonne solution pour essayer de faire nation. Ça, c'est un mot que Macron emploie de temps en temps. Ça change de son langage déstructurant et wokiste sur, il n'y a pas de culture française, etc. Mais de temps en temps, il nous dit quand même des choses qui sonnent bien à l'oreille. Il faut faire nation. Est-ce que faire nation, c'est la version militaire du vivre ensemble ou de faire société ? Non, c'est normal. Nous sommes en France, et c'est normal de vouloir faire nation. C'est un beau pays. Il n'y a aucune raison de le dissoudre, de le fondre, d'expliquer que c'est beaucoup. Enfin que par exemple nous n'avons pas de culture et que nous avons une diversité de cultures. France, mardi soir, il y avait au Trocadéro une réunion du comité français pour Yad Vashem, qui est présidée par l'avocat Patrick Lugman, association qui honore la mémoire des justes. On y a honoré évidemment la mémoire des justes ce soir-là, mais on a rappelé aussi que l'antisémitisme restait un fléau. Estimez-vous qu'on retourne en arrière ? Ah bah oui, bien entendu. Il y a l'histoire de la Philharmonie déjà. Qui est énorme, parce que a priori comme ça c'est pas grand chose, c'est une opération fumigène menée par des pro-palestiniens, soutenue d'ailleurs, c'est très intéressant, par la CGT Spectacle, qui a été méchamment taclée d'ailleurs, parce qu'il faut le souligner, par FO Spectacle, un syndicat courageux qui a écrit un texte absolument formidable contre la CGT Spectacle. Bon, et tout ça, donc pour empêcher de se dérouler normalement le concert d'un chef d'orchestre pacifiste, mais israélien, hein, donc juif. Avec le Philharmonie la d'Israël. Afshani, voilà. Bon, tout ça, on se retrouve comme au bon temps du nazisme ou de la collaboration, mais c'était comme ça sans arrêt dans les années 40. Ou des gardes rouges. Ou des gardes rouges, si vous voulez, mais moi
ferai plutôt la comparaison avec les nazis. Et d'ailleurs, là, vous avez l'affaire de Julien Terry. Retenez bien ce nom. Julien Terry, professeur d'histoire, ou j'imagine d'extrême gauche, spécialiste de l'Inquisition, à l'université Lumière Lyon 2, et chercheur, paraît-il, qui a publié la liste des 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Je répète, les 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Alors, il y a la photo. La plupart sont juifs, mais pas tous. Vous savez, là, c'est comme sous Pétain, on embringue tout le monde, qu'ils soient juifs ou pas, ou de toute façon, les enjuvés, on les met avec. Mais c'est pas le premier à le faire. Hein. C'est les méthodes. Si vous ne condamnez pas le génocide, vous êtes génocidaire. Ce sont les méthodes nazies. Et c'est bien la preuve que le fascisme revient sous le déguisement de l'antifascisme. Franz, merci. On va se quitter avec la voix de Robert Birenbaum, engagé dans la résistance à 16 ans. Frère d'armes de Méliné et Missak Manouchian. Ses obsèques ont lieu aujourd'hui à Deauville. Il est mort samedi dernier, à l'âge de 99 ans. Je l'avais reçu pour son livre de souvenirs paru il y a 2 ans. 16 ans résistant. Franz, je vous dis à la semaine prochaine et on écoute les mots de Robert Birenbaum. Malheureusement, l'esprit de résistance, il est un peu faussé. Pour la jeunesse, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se désintéresser, ne penser qu'au smartphone. Nous, on n'avait pas cet équipement à cette époque-là. On était un peu plus libre de nos pensées et on voulait pas accepter de nous soumettre aux exigences de l'Allemagne. Tous mes copains de cette époque-là, quand on rentrait dans la résistance, on voulait se battre. On savait pas encore comment, mais on voulait se battre. On est dans une situation périlleuse. Et c'est le moment, justement, de dire aux jeunes, pensez qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Ils devraient plus s'occuper de ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est dangereux. Quand on est jeune et qu'on est ensemble, on peut faire beaucoup de choses.